S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Sarah Lévy. Bonjour Sarah Lévy. Bonjour. Eh ben, je suis très contente d'être là, Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bon, allez, on va commencer comme on commence les autres trucs, les autres épisodes, et puis après, on va dérouler au fur et à mesure toutes les choses que j'ai envie d'apprendre et de partager à ton sujet. Alors, je commence déjà par citer les 4 petites choses que j'ai découvertes à ton sujet, que je sais que n'importe qui pourrait trouver en googlant ton nom sur Google, sur Internet. Alors, tu as fait de l'archi, un peu de joaillerie et maintenant de la maroquinerie. Tu as fait en même temps que les arts et métiers ta thèse, dont j'aimerais connaître le sujet après. Tu as fait, ou tu fais encore, des accessoires, donc j'imagine essentiellement la maroquinerie, pour les marques Marine Serre, Alphonse Maître-Pierre, Esther Manas, Hermès, Patou. C'est juste jusque-là ? Alors c'est juste, j'ai travaillé avec toutes ces personnes, mais je ne travaille pas avec toutes ces personnes aujourd'hui. Ok. Tes accessoires se veulent être le reflet de nos comportements contemporains. J'adore l'aspect social dans les fringues et dans l'esthétique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Un truc quand même incroyable. Au moment où on enregistre cet épisode, tu as appris il y a quelques jours que tu étais finaliste de l'Andam Fashion Award Accessories Prize 2024. Félicitations. Merci. Ben voilà, reviens alors peut-être si tu veux sur les 4 trucs que j'ai mentionnés maintenant. Donc plutôt le parcours. Ouais. Revenir sur le parcours, qui est effectivement pas classique, dans le sens où j'ai commencé ma carrière en tant qu'architecte. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'architecte, même plutôt urbaniste. Ok. Donc là, vraiment la grande échelle. D'abord dans des bureaux d'études, et puis j'ai commencé une thèse de doctorat. J'étais très intéressée par la manière dont la ville se construit, et donc j'ai fait une sorte de relecture historique de la manière dont fonctionnent les règlements d'urbanisme, les plans d'aménagement du territoire, et ça m'a vraiment passionnée et occupée pendant 5 ans. Et en même temps, c'était un moment où j'étais relativement isolée. C'est un travail, on est seul face aux questions qu'on se pose. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à m'inscrire aux arts et métiers et à prendre des cours du soir en joaillerie. Au départ, c'était vraiment une envie de faire avec les mains, quoi. T'en avais un peu assez d'être devant des dessins, j'allais dire, devant des schémas et des réflexions. Oui, c'était très théorique, tu vois. Il y avait relativement peu de dessins, finalement. Voilà, une recherche qui était très théorique, très académique. Et donc, le soir, je me libérais un peu l'esprit en faisant avec des choses concrètes, en découvrant ce monde-là qui m'a toujours plu. Donc, c'est peut-être important de le dire, au moment de faire le choix des études, à 18 ans, j'étais vraiment très très partagée entre l'envie de faire la mode. J'avais été voir Lacan en mode, j'avais été voir Anvers, et faire des études d'architecture. Et en fait, ma mère est architecte, c'est plus familier pour moi. J'étais peut-être un peu plus rassurée à l'idée d'intégrer ce milieu-là plutôt que le milieu de la mode qui m'impressionnait très très fort. Les écoles surtout m'impressionnaient très très fort. Et donc j'ai fait ce choix rassurant tout en me disant en fait l'architecture ça peut ramener. Je m'éloigne pas tellement, d'un univers créatif, quoi. Et tu avais déjà conscience de cette de la possibilité de faire une boucle. De construire, l'aspect construction, qu'on peut construire des bâtiments, ou construire une ville de la même manière qu'on construit un vêtement. En tout cas, je me disais que ça pouvait ouvrir le champ. Mais tu as commencé tôt tes études, en fait, tu as eu un parcours, j'imagine, sans faute. Classique, mais bon, pas particulièrement. J'ai commencé mes études d'architecture à 18 ans, et j'ai terminé 6 ans plus tard. J'ai pris une année pour faire un mémoire, donc déjà l'envie de faire, de proposer des réflexion un peu théorique sur les questions qui m'intéressaient. Elle était là dès la fin de mes études. Donc j'avais pris une année. Et donc ces cours du soir en joaillerie m'ont plu beaucoup. Vraiment, j'ai adoré faire ça. Je l'ai fait pendant 1 an et demi.
la thèse a pris un peu trop de place, donc j'avais plus vraiment le temps. Et puis je suis partie surtout aux États-Unis, à New York, pendant 6 mois dans le cadre de ma thèse. C'était quoi le sujet de ta thèse ? Le titre de la thèse, c'est la planification sans le plan. Et donc, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de comprendre ce qui était déterminant dans la manière dont la ville se développait. Et donc je partais de l'hypothèse que c'est plus les règles d'aménagement du territoire que les politiques d'aménagement qui déterminent réellement ces développements. Donc on est vraiment très très loin de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est ça qui t'a amené alors à rendre peut-être ton envie comme ça de faire des choses manuelles mais qui partent d'une réflexion, de partir plus du comportement et plus de l'humain finalement? Ouais, très certainement. Je suis persuadée qu'il me reste énormément de ma pratique d'architecte dans ce que je fais aujourd'hui, dans la manière dont j'approche et les pièces que je propose aujourd'hui. Il y a un changement d'échelle, clairement, mais le corps reste vraiment au milieu de la réflexion. Pour ce qui est de l'approche sociologique, ou en tout cas de ces inputs-là, ils viennent aussi de mon compagnon, Mathieu Berger, avec qui je travaillais en tant qu'architecte. Et il est architecte, lui ? Non, il est sociologue. Ok. Il est sociologue, et donc du temps de ta carrière de ma carrière d'architecte, je travaillais avec lui. On a fait la Biennale de Venise ensemble, avec plein d'autres, mais on avait des projets collectifs et où on travaillait à deux. Il a beaucoup participé à mon travail de thèse aussi. Et là où je crois qu'il s'y attendait vraiment pas, finalement, il s'est aussi très très fort intéressé à l'accessoire. Et voilà, on parle énormément de la manière dont les gens se comportent, dans la manière dont les gens bougent, et d'une forme de gestuelle contemporaine. Donc il est très très observateur, il est vraiment capable d'identifier des petites subtilités qui sont très représentatives en fait de le comportement contemporain. Et donc toutes ces discussions, elles imprègnent très 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 fort mon travail. Et oui, je pars toujours d'histoire. Et puis après les accessoires viennent. Donc tu disais que il y a eu d'abord le bijou et puis la maroquinerie, mais en fait pas tant que ça. Tout reste présent. J'envisage l'accessoire de manière transversale. Il n'y a pas vraiment de catégorie pour moi. Oui, parce qu'il se mêle même presque, certaines pièces, c'est presque du vêtement. Voilà. Enfin, elles sont un peu entre les deux. Il y a vraiment une forme d'hybridité dans mon travail, et ça, j'aime beaucoup. Il faut imaginer des porosités, autant entre les catégories d'accessoires qu'entre les techniques. Et donc, je me limite absolument pas. C'est plutôt ce que je vais vouloir dire. Je cherche après à trouver la technique qui va permettre de le traduire. Et les artisans qui vont me permettre d'arriver à le faire aussi. Et c'est plutôt ça le processus. Et dans mes missions freelance, je travaille principalement la maroquinerie, mais pareil, ça m'arrive aussi de faire de la ganterie, de faire du bijou, faire de la ceinture. C'est vraiment, ça va dépendre des propositions, et tant qu'on trouve en fait les bons artisans avec lesquels collaborer après, il n'y a pas vraiment de raison de se limiter, quoi. Et toi, tu te considères comme étant une artisane aussi ? Ou alors plutôt la définition d'artisan, c'est celui qui vient avec une technique Ouais, qui est capable de vraiment de produire un bel objet. Et ça, moi, je me sens pas spécialement à l'aise avec ça. Donc, je prototype énormément. Je suis vraiment dans la matière, même si c'est plutôt mon assistante Justine qui travaille avec moi depuis 2 ans, qui est celle qui va vraiment réussir à mettre en forme les idées. J'ai pas la technique suffisante. Tu les conceptualises. Voilà, je les conceptualise, je dessine beaucoup. J'arrive à matérialiser un certain nombre de choses, mais pas à réaliser un bel objet. Okay. Et c'est là où interviennent du coup toutes ces personnes qui ont ces compétences-là, qui sont capables de vraiment maîtriser des techniques. Et là où justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas me limiter dans les catégories d'accessoires. Ce serait d'autant plus difficile pour moi de les produire, parce qu'alors il faudrait que j'ai une maîtrise absolue de chacune de ces techniques, donc autant de la joaillerie que de la ganterie, que de la maroquinerie, qui sont à chaque fois des mondes hyper spécifiques et qui demandent aussi une carrière longue en fait pour arriver à les maîtriser. Et vu que le souci de l'objet beau, bien fait, pérenne est central aussi dans mon travail, j'ai besoin de travailler avec des gens qui ont des vraies compétences, quoi. Donc moi, je ne serais pas capable de le faire. Et je respecte ça, et ça fait partie aussi du plaisir de travailler en groupe. C'est très chouette, donc ça reste quand même travailler ensemble, parce que l'architecture urbaine, c'est le vivre ensemble. Ensemble dans l'observation du monde avec ton compagnon, et puis là, le ensemble avec des artisans est quand même assez... Alors que
quand je t'entends et quand j'ai fait mes petites recherches, ton travail semble quand même partir de quelque chose de très solitaire, tu vois, de très intellectuel. J'ai l'impression que, pas le plus gros, mais la maturation, elle se fait de manière très, très, très intellectuelle, j'ai le sentiment. À nouveau, peut-être que ça vient aussi beaucoup de mon parcours et de l'envie de raconter des histoires. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai lancé ma marque il y a 2 ans, mais ça a vraiment commencé il y a 5 ans sous la forme d'une sorte de laboratoire expérimental. Au départ, les pièces que je faisais pour moi, elles n'avaient pas de vocation commerciale. C'était juste une expérimentation, une réflexion sur l'accessoire. Et je voulais pas me mettre de contraintes, ni de contraintes économiques, ni de contraintes techniques. Et donc, ça supposait de ne pas en faire une marque. C'était libre. Et à côté de ça, j'avais mes missions freelance qui, elles, étaient plus classiques, plus concrètes. Où tu faisais déjà de l'accessoire. Ouais. Ok. Et mais d'avoir les deux en parallèle, c'est très riche, quoi. D'avoir un cadre plus pragmatique qui est celui d'une marque qui doit proposer des pièces qui soient fortes, représentatives de. Et puis il y a des contraintes économiques et capitalistes. Voilà, économique, oui, de vente, ça fait partie du jeu, c'est certain. Et à côté de ça, j'avais une liberté totale sur mes pièces à moi que je présentais au départ. Comme une sorte d'entre-deux entre de l'accessoire, parce que ça pouvait être porté, mais c'était aussi une réflexion, intellectuelle, artistique. Et ça a donné des pièces un peu particulières. Comme ça, il y avait un gant qui était prolongé par une coque de smartphone et qui montrait vraiment cet attachement presque pathologique. Oui, c'est ça. On a certains objets du quotidien, mais c'était aussi, même, il n'y avait pas que les objets, il y avait aussi des êtres vivants. Il y avait un petit sac à chien, tu vois, qui je l'ai vu aussi, traduisait de manière très littérale cette manière qu'ont certains d'avoir ces petits chiens comme un objet, finalement, c'est ça. Et voilà, ça m'a plu beaucoup, tout ça. Et je continue encore, d'ailleurs. Tu as évoqué le fait que tu as fait des choses qui, en parallèle de ta création, de tes créations et de tes recherches créatives, des pièces pour des marques dont un des objectifs, si ce n'est pour moi, de mon point de vue, le premier, que ce soit commercialisable et commercial. Comment est-ce que tu as fait pour les autres? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour toi, pour ta marque, pour trouver l'endroit où le beau, qui raconte le monde et qui est désirable quand même, se retrouve? Moi, j'ai l'impression que cet endroit est un peu caché dans un brouillard et toutes les marques, tous les créateurs cherchent cet endroit. Une chose importante, c'est déjà de trouver les bonnes personnes avec lesquelles travailler. Donc, toutes les marques ne permettent pas le même degré de liberté par rapport à cet équilibre dont tu parles. Et donc, on va parler des 2 marques principales avec lesquelles j'ai travaillé, en tout cas avec lesquelles j'ai travaillé sur le plus long terme, qui sont Marine Serre et Patou. Et ces 2 marques avec lesquelles je partage beaucoup de valeurs. Marine Serre, il y a la question de l'upcycling, de la manière dont on va utiliser les matières, décaler le regard par rapport à des objets usuels et du quotidien. Et donc, avec elle, ça a été une rencontre magnifique parce que l'objectif, même s'il y a toujours l'ambition commerciale derrière, l'objectif, c'était quand même de proposer des accessoires qui ne soient pas ce qu'on a l'habitude de voir partout, parce que de toute façon, la démarche créative, elle est tellement forte derrière qu'elle transparaît, quoi. Et puis elle doit se dégager, elle doit se différencier. Oui, naturellement, elle le fait. Et donc, il y a eu toutes ces recherches sur comment est-ce qu'on arrive à traduire toute sa démarche d'upcycling qu'elle avait déjà très très fort poussée dans le vêtement sous la forme d'accessoires. Et avec Patou, c'était un peu différent parce que c'est une marque plus classique, mais qui avait quand même, pour volonté de développer des codes de maroquinerie qui soient représentatifs de la maison, mais qui n'aient pas nécessairement tous les enjeux classiques. Parce que la marque aussi, déjà, Jean Patou est une des marques les plus anciennes de mode française, qui a été endormie pendant de longues années, de longues décennies, qui a été réveillée. On a un peu changé son nom, on a enlevé Jean, on a gardé que Patou. Donc j'imagine que là, il y avait peut-être quelque chose
ou de plus facile ou de plus compliqué, c'est qu'il n'y avait pas encore d'identité à cette marque-là qu'il a fallu... Alors voilà, et donc elle a été réintroduite par Guillaume Henry qui a pris la direction artistique 3 ans avant que je n'arrive, mais il fallait mettre en place effectivement les codes de la maroquinerie qui n'existaient pas, mais qui n'existaient même pas dans les années 20, quoi. Donc il y avait très peu d'accessoires à cette époque-là. Et donc tout était à faire, et donc en gros, il y avait quelques codes à intégrer, qui était très, très important, c'était la notion d'élégance, la notion d'élégance parisienne, et puis une forme de minimalisme, quoi. Est-ce que le patou, c'est toi? Voilà. C'est toi le patou? Ouais. On y retrouve fort ta patte, mais ça a été une rencontre magnifique avec Guillaume, où ça a été une question de manipulation du logo. Et donc, en repliant et en utilisant le logo comme rabat, le sac est apparu, quoi. Et alors après, c'est vraiment une question de rencontre. À chaque fois, quand on travaille en freelance pour des maisons, c'est vraiment une rencontre entre le directeur artistique et le designer, et le designer de sac. Alors, l'humain est central tout le temps, de toute façon, mais il faut en plus qu'il y ait vraiment cette envie de faire évoluer ensemble une idée, quoi. Une idée, un design. Et c'est ça qui crée le beau, tu crois? Oui, ça en fait partie. Oui, c'est certain. C'est soit ça ne vient que d'une personne et il y a cet input qui est vraiment lié à l'ADN de cette personne. Mais je crois que quand il y a des rencontres, quand il y a des rencontres esthétiques, elles peuvent amener des choses très interpellantes. Très interpellantes parce que, voilà, peut-être un peu plus inattendues, parce qu'abouties de manière différente, parce que chacun cherche à trouver la manière d'interpréter ce que l'autre va faire, et donc on se surprend soi-même aussi en tant que designer, ce qui est toujours enthousiasmant. Ouais. Oui, j'imagine que c'est ça qui doit donner envie d'aller encore plus en avant. Ouais. Je rebondis sur sur une notion que tu as évoquée à l'instant, chez Patou et chez Marine Serre, dans la création du beau. Derrière, il y a la notion d'identité. Donc là, on parle d'identité de marque. Je ne connais pas le directeur artistique de Patou. Je connais un peu mieux Marine Serre. Ils ont, d'après, encore une fois, mes petites recherches d'inspecteur gadget, chacun une identité assez forte. Comment est-ce qu'on fait pour construire aujourd'hui une identité forte, ou dans une époque où l'habit fait encore plus le moine que jamais dans l'histoire? On est vraiment dans un momentum du premier regard, tu vois. C'est les 3 premières secondes d'un scroll où on doit capter à qui on a affaire, à quoi on a affaire, à quelle marque on a affaire. Dans quelle mesure est-ce que ça, c'est une contrainte ou pas, hein? C'est une question vachement difficile, hein, parce que Pardon. il y en a peu qui y arrivent, justement, parce que je crois que c'est vraiment très très subtil. Selon moi, ça tient peut-être à un équilibre entre différents éléments. La question de la personnalité, déjà, de ce qu'on cherche à raconter, de ce qu'on a en soi en tant que designer, et le vide qu'on a envie de combler, parce qu'en général, on cherche à répondre à une question quand même qu'on se pose. C'est important, parce que s'il n'y a pas ça, c'est un peu vide, quoi. Oui, moi, je n'ai pas eu cette démarche de création en me disant je vais rajouter encore un truc. Non, c'est parce que j'avais envie de raconter quelque chose, quoi, vraiment, et je me disais en fait que ça pouvait être utile. Bon, ma question cachée, c'est derrière cette question un peu compliquée, c'est comment est-ce qu'on fait quand on crée des accessoires pour une marque, de pas refaire un énième Chiquito, tu vois? Ouais. Oui. Par exemple. Ça, c'est important. Et à nouveau, pour moi, ça vient d'une attention particulière à comment on vit, ce dont on a besoin, et chercher à identifier ça avec finesse, de manière à dépasser peut-être des héritages qui ne répondent plus vraiment à la manière dont on se comporte aujourd'hui. Et déjà, ça permet de répondre autrement à la demande. Peut-être que, moi, typiquement, j'ai plus de liberté pour le faire dans ma marque que dans les grandes marques qui, elles, restent encore très ancrées dans les catégories, le sac à main, le gant, la ceinture, le sac de jour, la petite pochette de soirée, etc. Tu vois, il faut cocher toutes ces cases.
Chez moi, c'est pas du tout ça, quoi. Pour moi, aujourd'hui, on ne porte plus de sac à main. Moi, j'en porte pas. Ce que j'aime, c'est pouvoir mettre les choses dans mes poches, avoir le moyen d'être complètement libérée, d'avoir les mains libres pour grimper sur mon vélo, pour pouvoir faire d'autres choses que juste m'assurer que la sangle de mon sac ne tombe glisse pas ton épaule. Et tout tourne autour de ça, en fait. Moi, ce n'est qu'une une déclinaison de cette observation. Après, il y en a d'autres, mais en gros, c'est comment faire en sorte pour que des accessoires soient pensés plus près du corps, en rapport direct avec le corps, et comment faire en sorte que que la forme des accessoires découle d'usage plutôt que l'inverse, quoi. Plutôt que de devoir vraiment faire en sorte que les usages rentrent dans ces cases de... c'est très urbain comme réflexion. Oui, ça c'est sûr. C'est très urbain. Ouais. Je vois tout de suite une analogie entre l'occupation de l'espace urbanistique et de l'espace corporel, tu vois, de l'humain. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'objets dans l'industrie de la mode qui sont pensés comme ça. Je pense pas non plus. Même au niveau du vêtement. Oui, alors c'est plutôt alors le vêtement technique et le sac technique, ou alors typiquement l'accessoire le plus génial du monde, la banane, quoi. Tu vois. Donc ça, forcément, il y a ça. Mais moi, je crois que s'il doit y avoir une spécificité à mon travail par rapport à ça, c'est que je les envisage pas du tout comme des objets techniques. Il y a cette technicité qui est là, clairement, présente. D'ailleurs, au début, je travaillais avec des orthopédistes, il y avait tout un truc lié au corset qui m'intéressait vachement et que j'ai étudié. Et pour ta collection de fin d'études à la Cambre. Voilà, exactement. Donc, ça a été vraiment un travail qui a été fait en collaboration avec des orthopédistes et c'était génial comme moment. Et je garde vraiment beaucoup de ce moment-là. Mais un paramètre hyper important pour moi, c'est aussi l'esthétique de tous ces accessoires. Ouais. Et elle est centrale, et ça revient aussi à la question du savoir-faire dont on parlait. Je veux proposer des objets qui valorisent le corps et une vraie identité esthétique qui soit reconnaissable aussi par ça. D'ailleurs, je crois que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Mais c'est un travail que je fais et qui est très important pour moi, qui est d'essayer de faire en sorte que je puisse me passer d'un logo. Tu vois, il y a eu toute cette logomania ces dernières années, et j'essaye de résister à ça, quoi, parce qu'on me le demande souvent. Tu vois, ce serait bien quand même qu'il y ait une griffe quelque part qui soit vraiment apparente, au-delà d'un Sarah Lévy en beau ton sur ton, que personne ne voit à part s'il a le nez dessus. Et moi, ce que j'essaye d'arriver à faire, c'est de développer une esthétique qui soit suffisamment identifiable pour qu'on n'ait pas besoin de ça, quoi. Parce que l'esprit de communauté, il est super important, tu vois. Créer une communauté qui soutienne une marque, qui a absolument la fanbase. Voilà. J'y suis pas, hein, c'est compliqué. C'est vraiment un travail qui est de longue haleine, d'arriver à mettre en place des codes. Mais ça se fait d'année en année, parce qu'on présente pas de saison en saison, on présente qu'une fois par an. Et d'année en année, je crois que ça se précise. Moi, j'ai l'impression que ça se voit, parce que je te dis, j'ai vu le Patou. Ouais. Et je me dis, il y a quelque chose dans ça me fait me dire qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ton processus. C'est-à-dire que tu observes le présent, tu observes l'environnement contemporain, mais dans ta manière de percevoir et de concevoir l'objet, je parle vraiment de l'objet, il y a quelque chose d'un petit peu hors de ce temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des objets, on consomme des objets sans aucune considération pour la pérennité de cet objet. Et donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu... je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais je dirais un peu suranné dans ta manière de concevoir, et je trouve que ça met en équilibre quelque chose de très intéressant, tu vois, quelque chose de très actuel et quelque chose d'un peu plus ancien, tu vois, d'un peu plus que je pense peut-être les considérations économiques ne permettent pas à la plupart des créateurs et des marques d'embrasser, parce que ça coûte cher de faire des choses dans de la fleur de cuir, tu vois, d'avoir des coutures parfaites, enfin, tu vois, que toutes les finitions soient très très belles. Donc je trouve que c'est assez intéressant ce que tu expliques, et j'adore l'aspect intellectuel, tu vois, l'aspect réflexif de la création et de la créativité. Est-ce que penser le monde, ça rapporte de l'argent, Sarah? Alors si tu demandes si ma marque ramène de l'argent, non. C'est un investissement.
je considère mon freelance dans la balance, et alors on arrive à un équilibre. Mais ma marque à moi, c'est un investissement. Mais c'est un investissement qui me fait tellement de bien, qui m'apporte beaucoup, et donc je suis complètement prête à faire. Et ça ne veut pas dire que un jour où ça pourrait devenir quelque chose de rentable, espérons-le, mais même si ça ne devait pas le devenir, je crois que je continuerai, en tout cas tant que je peux. Tellement ça me nourrit, quoi. Tellement ça me donne du plaisir, et tellement ça me sert aussi pour tout le freelance que je fais. Enfin, non seulement pour rester éveillée, rester curieuse, et me rappeler quel est mon univers. Il y a toujours un peu ce risque-là, quand on intègre des maisons, c'est de se faire un peu absorber. Mais ça me ramène aussi des missions. Tu vois, tout ce travail-là, finalement, c'est aussi un super portfolio qui va interpeller les recruteurs, qui va interpeller les maisons. La vente de mes pièces, aujourd'hui, ça me coûte tellement cher en développement, en production, parce que, comme tu disais, le choix des ateliers, je veux rester local, je ne travaille qu'avec des matières qui sont sourcées dans des stocks dormants de maisons de luxe. Donc, c'est toutes des très belles matières, et c'est tous des artisans qui ont des très très belles compétences, et donc ça a un prix, et c'est tout à fait normal. En plus de ça, je travaille avec des quantités qui sont pas énormes, donc ça aussi c'est un coût. Mais voilà, l'un dans l'autre, ça me ramène plein d'autres trucs qui font que si je mets tout dans la balance, il y a une sorte de break-even qui est tout à fait OK, et il faut pas trop regarder où l'argent part, c'est clair. C'est clair. Et on fait un peu abstraction de ça, et à nouveau, c'est tellement de plaisir que ça en vaut la peine. Et donc, quand on vient te chercher, quand tu as des marques ou des maisons qui viennent te chercher pour travailler avec elles, c'est quoi qui fait la différence, tu penses ? Est-ce que c'est le fait que... Pourquoi ils viennent chez moi, tu sais ? Est-ce que tu as repéré ça ? Est-ce que tu es consciente de ce qui fait justement ta différence, peut-être dans ta démarche, peut-être... Écoute, oui, je crois que c'est... En général, quand on vient me chercher, c'est parce qu'on a envie d'explorer des choses, quoi. Et peut-être on vient pas me chercher si on a envie de décliner un sac en une baguette, quoi. Non, voilà, tu vois, si on a envie d'avoir un sac un peu classique, juste avec un petit fermoir qui reprend le logo de la maison, je suis pas la meilleure pour faire ça, et il y en a d'autres qui le font très bien, et en plus de ça, c'est pas ça qui va m'intéresser. Donc en général, c'est plutôt quand on a envie de proposer un accessoire avec cette réflexion derrière. Mais ça veut pas dire que je sais pas me prêter non plus à des exercices interpellants et intéressants à d'autres, qui peuvent l'être à d'autres niveaux, quoi. Parce que l'apprentissage technique, il reste intéressant. Travailler avec des ateliers auxquels on n'a pas accès normalement, ça reste aussi une partie très plaisante du travail. Donc voilà, il peut y avoir vraiment plein de... Donc l'un continue quand même de nourrir l'autre, quoi. Ah oui, certainement. Ouais. Ah, je voulais te poser une question tout au début. Comment est-ce qu'on se connaît ? Parce qu'on a une vie à côté de tout ça. Et que nos enfants sont à l'école ensemble. C'est ça. Très proches. Et figure-toi que j'étais déjà tombée sur Instagram sur les vidéos que tu faisais sur Instagram de présentation. Donc c'est seulement après que mon compagnon à moi aussi, qui est mon attaché aux relations publiques, parce qu'il a le contact assez facile. Il a le contact facile. Voilà, qui nous a un peu connectés. Et puis il y a mon fils aussi, qui est important, qui nous a connectés. Et donc pourquoi est-ce que je raconte cette histoire ? C'est pour mettre un peu de pathos dans le podcast, mais pas que. Et aussi pour dire que quand j'ai regardé ces vidéos, il y avait quelque chose pour moi tout de suite qui m'a sauté aux yeux. Et je sais pas si c'était volontaire, quelque chose de très belge, tu vois, de très surréaliste, de très on se prend pas au sérieux. Et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que les produits, quand j'ai regardé après les photos des packshots, c'était pas un truc fait sur un coin de table rapido avec des chutes de quelque chose. C'est pas des blagues. Voilà. Est-ce que tu te revendiques de cette belgitude ? Je crois qu'elle est complètement intégrée, naturelle. Je me pose même pas la question, mais après me revendiquer, toujours un plaisir de le faire, parce qu'on a un héritage tellement génial à ce niveau-là que... Mais c'était volontaire ? Ou non, ça s'est fait de manière naturelle, Oui, c'est ça, j'y pense pas.
j'y pense pas. Et quand même intégrer un peu d'humour dans tout ça, un peu de surprise. C'est super chouette. J'invite nos auditeurs à regarder, à scroller un peu vers le bas les plus anciennes publications de ton Instagram, où il y a par exemple le sac banane duquel sort une échelle avec un nombre incalculable d'objets. Et donc en fait, tout est dit. C'est-à-dire, c'est un sac banane dans lequel tu peux mettre ta vie. Voilà. Exactement. Et ça, ces vidéos-là en particulier, c'était une chouette rencontre avec un gars qui s'appelle Baptiste Pic et qui fait des super vidéos. Et quand j'ai vu les siennes, je me suis dit, mais il faut trouver une manière d'interpréter ça avec les accessoires. Et donc, je l'ai contacté comme ça. Il a fait ces super vidéos. J'ai adoré. Ça fait vivre les pièces d'une manière complètement différente. Et ça les transporte ailleurs, et j'adore ça. Là, je vais poser une question qui fâche. Il y a une de tes pièces. Le milieu de la mode aujourd'hui est hyper compétitif. On a probablement tous ouï dire au sujet des gens qui vont sur les réseaux sociaux pomper les idées des jeunes créateurs. Il n'y a pas que Shein qui fait ça, il n'y a pas que Zara qui fait ça. Il y a visiblement des gens d'autres maisons. Et il y a une de tes pièces en particulier qui s'est retrouvée chez une grande marque, qui ressemble très très fort à une très très grande marque. Est-ce qu'on la cite ? Non, on va pas la citer parce que ça n'a pas d'intérêt. Comment est-ce que tu vis le fait que on soit obligé, entre guillemets aujourd'hui, en tout cas pour se lancer, pour créer une image de marque, avec ou sans logo, se faire connaître, créer un réseau, être visible sur les réseaux sociaux, et te dire, je prends le risque que ces choses uniques que je mets sur le marché soient pompées par des gens qui ont les moyens de les produire à plus grande échelle. Comment est-ce que tu deals avec ça ? Je deal pas. Au départ, après, quand j'ai présenté ma collection de diplômes, on m'avait dit « tu dois absolument mettre un brevet sur telle pièce, parce que sinon... » Et j'avais essayé de commencer ces démarches, puis je m'étais très très vite rendu compte qu'en fait... ça allait pas du tout me protéger, que même si on a un petit brevet, un petit papier qui dit c'est toi qui l'as dessiné en premier, en fait il suffit de faire modifier cet élément. Et donc la manière dont je deal avec ça, c'est de me dire qu'il faut justement être constamment en mouvement et proposer des nouvelles choses. Et ça fait partie, malheureusement, du milieu, du monde, de la manière dont on vit aujourd'hui. Comme tu dis, tout est tellement là, tout de suite, en direct. C'est extrêmement facile de reprendre une idée et la ressortir sous un autre format. Maintenant, je pense que ces pièces, elles auront beaucoup moins d'intérêt si elles font pas partie de cette famille. Après, à nouveau, on parlait de cette notion de communauté, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement par rapport à l'acquisition d'un objet. Exactement. Et que donc la personne qui viendra l'acheter chez moi, c'est pas parce qu'il y a une copie qui coûte le 15e du prix ou même encore moins qu'elle irait l'acheter. À mon avis, ça lui plaira pas. Non, elle viendra chez toi parce qu'elle vient épouser tes valeurs et la manière dont tu exactement. Exactement. Donc c'est dommage, c'est sûr, mais ça fait partie du jeu et c'est comme ça, et je peux pas faire autrement de toute façon que d'exposer un maximum mon travail, parce que sinon ça ne marche pas. Ma manière à moi de réagir, c'est de me dire d'abord je vais faire en sorte que ces objets-là aient leur spécificité aussi, parce que tous les aspects techniques, artisanaux, et je vais essayer de faire en sorte d'avoir aussi des nouvelles idées fortes suffisamment souvent que pour renouveler tout ça et faire en sorte que l'intérêt reste sur moi plutôt que sur ces copies-là, quoi. Ok. Au niveau de ton style, de ton look, bon, moi, comme ton compagnon, je suis pas sociologue, j'aurais bien aimé, je suis passionnée par la thématique. On a un point commun, c'est l'observation. Donc c'est que je regarde les gens, j'observe tout dans le moindre détail. Peu de choses m'échappent. Le fil, le melon, quoi. Mais surtout par rapport à comment est-ce que les gens bougent, tu vois, le non-verbal, plus particulièrement des gens dans leur gestuelle et puis dans ce qu'ils portent. Et il y a quelque chose de très constant chez toi. Je suis remontée quand même à quelques années. Il y a quelque chose de très constant en termes de coiffure, quelque chose de très constant en termes de make-up et de vêtements. Il y a une sorte d'épure comme ça, une sorte de ligne. C'est quoi ton rapport à toi, aux vêtements et à ton image et celle que tu construis ou non avec le vêtement? Alors d'abord, les cheveux, j'ai fait tellement d'expérimentations. Ah ouais? Jusqu'à
Genre quoi? Je me suis décoloré les cheveux, j'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux très courts. J'ai fait beaucoup de choses et beaucoup de bêtises. Et donc, effectivement, j'en suis arrivée à me dire que... Au simple au mieux. Voilà. J'ai trouvé quelque chose qui me convient, là, depuis quelques années. Changeons pas. Pour ce qui est du vêtement, c'est effectivement quelque chose qui est assez complexe. Déjà, trouver quelque chose qui nous convient, qui nous va bien, c'est pas évident. Donc maintenant que j'ai trouvé plus ou moins une silhouette, je me colle à ça. C'est un peu la même chose que pour le vêtement, mais il y a un truc en plus qui est que je dois me fondre un peu en tant que designer freelance. Tu vois, la question de l'adaptation, de l'adaptation en tant que créateur à les directives d'une maison, elle vaut aussi jusqu'à un certain point pour l'apparence aussi qu'on a, et donc j'ai envie d'avoir une forme à ce niveau-là, pas dans mes créations, mais en tout cas dans la manière dont moi je m'habille, de neutralité pour me dire en fait je sais m'intégrer dans plein d'ambiances, plein de cadres différents. Et je cherche pas à faire un statement, par la manière dont je m'habille. C'est plutôt, il y a une forme de discrétion. C'est pas moi qu'on regarde, quoi. C'est marrant ce que tu dis, puis ça me fait penser à... On avait abordé cette question-là dans l'épisode 1 avec Marie Guérin. Je lui demandais comment est-ce qu'elle expliquait le fait que les designers de mode on porte tous des uniformes. Enfin, beaucoup portent des uniformes ou sont habillés de manière très très sobre ou tout en noir. D'où est-ce que ça venait? Et donc, elle a amené des éléments de réponse et toi, tu en amènes d'autres. C'est intéressant. Mais donc, c'est pour toi te laisser l'opportunité de t'intégrer un peu partout, quoi. Ouais, je fais pas attention à ça, et ça veut dire aussi que quand j'ai 2 rendez-vous dans des maisons très différentes sur la journée, je sais que c'est pas un problème, quoi, tu vois. Et ce serait quoi, par exemple, 2 maisons différentes dans la journée? Ce serait quoi la tenue type? Non, quand même, quand j'ai un peu plus habillée, mais le noir, effectivement, est un peu la base. Puis c'est soit une longue robe noire avec des boots, soit un jean noir avec un t-shirt. J'ai un peu toujours aussi mon cardigan Agnès B à pression que j'adore, qui est d'un confort incroyable et qui passe partout, mais en même temps qui en dit long sur qui tu es, sur ton capital social. Ah, voilà. Sur ton capital social et culturel. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, mais on fait partie de la famille, quoi, tu vois. J'ai aussi un peu ma combinaison ici, Miyake aussi, tu vois. Donc c'est discret. C'est discret, c'est élégant, mais derrière, mais relativement pointu comme il y a une lecture. Ouais. Donc ceux qui savent. Voilà. Oui. C'est marrant, ça. Il y a un peu de ça. Ça reste à chaque fois discret, quoi. Ça reste discret, et puis on se sent bien dedans. C'est très important. Ouais. Parce que en général, je trimballe beaucoup de protos, de maquettes. Je vais d'un endroit à l'autre. Je pars de Bruxelles tôt le matin. J'arrive à Paris. Souvent, j'y vais avec mon vélo. Donc, tu vois, il faut que je puisse aussi me déplacer facilement. Donc, il y a l'élément confort aussi qui est important. Tout ça fait un peu le costume. Oui, c'est ça. Le costume, il y a quand même une forme d'uniforme, quoi. Oui. L'élément principal, c'est qu'il faut que je me sente confortable. Donc aujourd'hui, tu portes un jean gris noir, un sweat noir et une paire de baskets noires. ça c'est l'habit d'atelier. C'est l'habit d'atelier. T'as pas de tablier blanc? Non, on n'en est pas encore là. Est-ce que ça te frustre pas justement Est-ce que tu t'es imposé le fait d'avoir cette sorte d'uniforme pour pouvoir être une sorte de caméléon? Ou ça s'est fait de manière, fluide, naturelle? Tu ressens pas un moment, des fois, tu te dis, j'aimerais tellement aller faire des courses au Delhaize avec un soutien-gorge à paillettes sur une chemise violette en strass? Non, mais alors d'abord, je m'empêcherais absolument pas de le faire. Et je me sens pas, pas du tout bridée par la manière dont je m'habille. Et d'ailleurs, tu me vois aussi souvent arriver à l'école en training et en t-shirt. Enfin, tu vois, je suis pas du tout non plus hyper attachée à dégager une image, tu vois. Non, mais je veux dire, toi, à titre personnel, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas parfois où tu as envie de... Non, mais je vais le faire. C'est ça que... Ah, okay. D'abord, je suis pas sur un paillette. Mais je peux dénoter au code noir sans que ce soit un problème. C'est juste que j'ai pas grand chose chez moi et pour le faire, quoi, tu vois, parce que non, en fait, moi, je suis plutôt attirée par une forme de simplicité esthétique, quoi.
Ça, c'est sûr. C'est, Ok. ouais. Ok, voilà. Parce que moi, j'aime bien ce soutien-gorge. Bon, j'en porte pas, mais voilà. Alors, le portrait en vêtements. Bah, si t'étais un soutien-gorge. Alors, j'en porte pas. Ça, Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Si t'étais un haut, ce serait un sweat, un chemisier, une veste, un t-shirt. Alors, si j'étais un pull, je serais clairement le cardigan Agnès B, quel magnifique. Dans quelle couleur? Noir. J'en ai 3. 3 noirs? Ouais. Ils sont tous... Et quand même... Alors, je les achète vintage. Et ils ont tous, du coup, tu vois, ils viennent d'époques différentes. Le sizing ils n'ont pas des coupes pareilles du tout. Non. Et donc, j'adore. Tu vois, il y en a un qui est très court, mais très large. Un autre qui est... Donc, c'est quand même une petite subtilité. Ouais. Une veste, je serais une veste à poches, pleine de poches. Une grosse veste? Mes affaires. Pas spécialement grosse, mais tu vois, c'est... Il faut qu'il y ait des poches, en tout cas. Ça, c'est certain. Toutes mes vestes ont plein de poches pour que je puisse tout mettre dedans et que j'ai pas besoin de sac. Tu mettrais quoi en dessous du cardigan et de la veste à poche? Tu fermes le cardigan? Oui, je le ferme. Tu le fermes. Tu portes comme un pull? Ouais. Okay. Je le ferme, donc il peut y avoir rien en dessous. Ou un t-shirt, mais qui ne doit pas se voir. Quoi. Et en bas, tu porterais quoi? Tu serais quoi? Ta tenue, ce serait ta tenue idéale. Le plissé ici Miyake, ça c'est un must. J'ai aussi mon amie Roxane Baines qui fait des pantalons incroyables, qui est aussi pour le coup vraiment mon go-to si j'ai envie d'être pimpé. Pas pimpé, mais de savoir que je vais avoir une silhouette forte et que je vais être confortable. Elle fait des vêtements magnifiques, il faut aller voir. Oui, on va aller voir. Elle est bruxelloise. Et aux pieds? Alors, aux pieds, je passe ma vie entre des boots Doc Martens. Ouais. Ça, c'est... Compensé ou pas compensé? Les classiques? Classiques. Ouais, alors, je suis classique, il faut toujours aller... Classique. Moi, je vais toujours dans le classique. Et j'ai mes Salomon, là, que je porte aussi beaucoup. Je les ai depuis 2-3 ans, je crois. Hyper souples. Elles sont parfaites, quoi. Ouais. Elles sont parfaites. Donc, je suis... Tu vois, mes boots Doc Martens, je les ai depuis 7 ou 8 ans, quoi. Tu vois, je suis comme ça aussi. Hein. J'ai un truc que j'aime, je le porte jusqu'à ce qu'il n'en existe plus rien. Ok. Donc, tu es conservatrice. Ouais. J'ai pas grand-chose, d'ailleurs, hein, parce que si tu me demandes des vêtements, j'ai pas une garde-robe de dingue. C'est mon rêve, ça, d'avoir, tu vois, juste un truc. Ah oui, non, mais c'est très minimaliste chez moi. Très, très minimaliste, très vintage aussi. C'est ça que j'aime. T'achètes beaucoup en vintage? Ouais. C'est quoi que t'achètes en neuf? Les t-shirts. Les t-shirts. Les t-shirts. Ça, il faut que... à part quand c'est cool qu'ils soient usés, tu vois. Mais sinon, les t-shirts blancs et les t-shirts noirs... c'est dur à trouver, un bon t-shirt avec le bon grammage, la bonne encolure, la bonne longueur de manche. Ouais, je suis très Uniqlo pour là. Ouais. Mais ça dure pas longtemps. Non, c'est ça le problème. Avec les t-shirts, c'est que tu peux les acheter de la meilleure qualité que tu veux. Voilà, ça... La machine séchoir. Oui, qu'est-ce que tu veux on peut pas faire autrement. Mes t-shirts. J'en suis pas encore là. Ouais, petite brosse au poil doux, tu sais. Et puis faire le bon équilibre, garder tout le blanc bien blanc. C'est dur, ça aussi. Ouais. Ça, c'est dur. Je ne connais qu'une personne sur cette terre qui y parvienne. Non, 2. Ma mère et ma belle-mère. T'as la chance, t'es bien entourée. C'est les seules. Mais elles font plus mon linge. Donc voilà, je n'en tire même plus aucun bénéfice. C'est quoi, Sarah, ta définition du vêtement? Donc si tu devais, toi, refaire la définition dans tous les dictionnaires en français, qu'est-ce qui serait écrit à côté de vêtements? Je mettrais quelques mots-clés, je dirais. Il y aurait identité, utilité, beau, durable. Merci Sarah Lévy. Avec plaisir, merci à toi. J'espère que cet épisode avec Sarah t'a plu et que t'as appris plein de trucs sur les dessous de la création et du design en Belgique. Je t'invite à me laisser quelques étoiles, m'envoyer un commentaire, ou même 2, et aussi à venir me follow sur Instagram, pour voir un petit peu tout ce que je fais d'autre en plus du podcast. Allez, des bises! Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHD. Déshabillez-vous.